projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique. Aujourd'hui, cap sur l'éducation avec une nouvelle plateforme numérique très prometteuse. Et avec notre invité, nous posons la question de l'avenir du journalisme en Afrique. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. La protection des journalistes en Afrique, c'est son affaire. À l'organisation Reporters sans frontières, Sadibou Marang scrute l'évolution d'une profession en plein bouleversement. Sa mission, traquer les abus à l'encontre des médias et de leurs représentants sur le continent. Il est notre invité du jour. On voit souvent que les journalistes sont pris entre, disons, le marteau des groupes armés terroristes, les GAD, et l'enclume un peu des forces de défense et de sécurité. C'est des situations difficiles, mais dans ce contexte-là, nous prenons un peu que l'information doit rester plurielle. Toutes les leçons et les notes à portée de smartphone. C'est la révolution que propose la plateforme éducative Magoé, en pleine expansion en Guinée et dans la sous-région. Chaque matin, je fais l'appel dans mon téléphone, pas avec le registre. Ça m'aide aussi à faire remonter mes notes chaque fin de mois, après avoir fini d'évaluer les enfants. Comment un quartier bien connu des Africains de Paris a fait mentir sa réputation sulfureuse? Renouveau architectural, engouement des créateurs, lieu de lien social. Château-Rouge se réveille. Il faut que les gens viennent découvrir. Donc nous essayons de montrer une vitrine qui peut aussi effacer tout ce qu'on pense du mal aussi des quartiers. En Guinée, il existe désormais une application pour suivre les progrès de l'apprenant à l'école ainsi qu'à la maison. Magoé, la plateforme numérique créée en 2019 par un jeune informaticien du pays pour les révisions des élèves et le suivi de leur scolarité, a aujourd'hui le vent en poupe. 15 000 utilisateurs et une centaine d'écoles l'exploitent en Guinée et même dans la sous-région. Explication depuis Conakry, Sayon Kourouma. C'est une véritable révolution dans cette école primaire située en haute banlieue de Conakry. Depuis maintenant 3 ans, Noël Lama, monitrice dans cet établissement scolaire, a eu comme outil de travail son téléphone portable. Son smartphone, qui ne sert donc plus qu'à appeler, mais qui fait désormais partie de son dispositif pédagogique. Chaque matin, je fais l'appel dans mon téléphone, pas avec le registre. Ça m'aide aussi à faire remonter mes notes chaque fin de mois, après avoir fini d'évaluer les enfants. Cette plateforme numérique qui améliore aujourd'hui le système éducatif guinéen est l'œuvre de cet informaticien, Mazougou Koipogi. Issu de l'Université de Guinée, le développeur vient de mettre au point ce portail numérique dénommé Magoé Technologie. La plateforme 100% éducative, entièrement démarrée sur fonds propres, permet aux élèves d'accéder à des programmes de formation à partir de leur portable, même sans connexion Internet. Comme ici, dans cette école, où le concepteur est venu s'enquérir de la qualité du service de son système. Mariam Kourouma. Dès que vous vous connectez, le système peut même automatiquement alerter les parents pour dire que ton enfant est en classe ou bien ton enfant n'est pas en classe. Et comme ça, après ça, à la fin de l'année, pour chaque enfant, on saura combien de cours il a suivi, combien de cours il a aussi chômé. Même ses parents aussi pourront aussi avoir accès à ces aspects-là. La plateforme numérique, une première dans le pays, a été conçue dans le but de qualifier le système éducatif guinéen déjà en régression à cause notamment de l'absence d'une politique d'éducation. Avec seulement 9% d'admis au baccalauréat en 2022, la Guinée a enregistré cette année-là l'un des résultats les plus catastrophiques de son histoire. Un préjudice que tente de réparer Magoé Technologie. Le portail dispose notamment de cet espace où l'élève peut réviser et même interagir avec ses enseignants. Ici, vous pouvez consulter le contenu des cours à partir de là. Donc là, vous pouvez réviser partout où vous êtes, même sans la connexion. S'il y a des parties que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser la question à votre enseignant. L'enveloppe est là pour poser la question à l'enseignant. Et cette question, quand vous la posez, tous vos amis avec lesquels vous faites la même classe là peuvent recevoir aussi la question. Quand l'enseignant répond aussi, tout le monde aussi peut accéder aussi à cette réponse-là. Donc vraiment, un véritable espace d'échange entre vous et vos enseignants. OK? Un espace d'échange, mais aussi un outil de gestion des recettes d'école
Dans un pays classé en 2022 à la 150e place sur 180 pays de l'indice de la perception de la corruption dans le secteur public par Transparency International. Un autre problème que tente de résoudre le programmeur. Dans cette école, par exemple, Emmanuel utilise au quotidien la plateforme numérique dans le cadre de ses transactions financières. Les opérations sont suivies en temps réel par les parents d'élèves et les responsables de l'école. L'important, c'est quoi? Lorsqu'un parent d'élève s'acquitte des frais d'études de son enfant, même s'il n'est pas là, il peut voir en ligne les différents paiements effectués. C'est pourquoi les parents, dès l'inscription, on dit à chaque parent, il faut télécharger l'application en ligne de notre école. Alors, dès lors que tu fais une opération financière, tu peux avoir accès immédiatement à tous les paiements que tu as effectués. Et là, moi, je pense que ça, c'est un succès, un très grand succès. Une idée révolutionnaire qui intéresse aujourd'hui plusieurs établissements guinéens. Déjà, avec une communauté de plus de 15 000 membres, son fondateur rêve de voir toutes les écoles guinéennes utiliser sa plateforme. Comme ici dans cet établissement où Mazougou est venu présenter sa technologie qui cumule une audience moyenne de plus de 20 000 visiteurs par jour. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Il est actuellement illusoire de penser qu'on peut interdire le téléphone aux enfants. Certes, on peut interdire à l'école, mais est-ce qu'on peut l'interdire à la maison? Je pense que non. Et nous, on a pensé, au lieu de chercher à interdire le téléphone aux enfants, il faut plutôt trouver un moyen de transformer ces téléphones-là en un outil pédagogique. Comme ça, le parent, depuis son téléphone, je sais que vous n'allez pas aimer ça quand même. Depuis son téléphone, il pourra savoir, est-ce que mon enfant a cours aujourd'hui? Est-ce qu'il est parti à l'école? À quelle heure il est rentré en classe? À quelle heure il est sorti? Et quand vous faites une évaluation, le parent ne te demande pas, tu as eu combien? Depuis son téléphone, il peut voir la note que tu as eue. Voici un peu la solution qu'on a développée. Une fois de plus, merci. Une centaine d'écoles à travers le pays utilisent déjà la solution lancée il y a 7 ans. Des pays comme la Côte d'Ivoire, la RD Congo, le Sénégal et le Mali l'expérimentent dans leur système éducatif avec un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 22 000 $ par an. Magoy Technologies entend conquérir l'Afrique francophone d'ici 2030. Son fondateur ambitionne également concevoir sa propre marque de smartphone accessible à toutes les fonctionnalités pédagogiques et cela sans connexion Internet. Je vous le disais en titre, Sadibou Marang est un défenseur des médias et des journalistes. Le rôle de ce directeur Afrique de Reporters sans frontières basé à Dakar a été décisif pour organiser la campagne de soutien aux journalistes sénégalais emprisonnés Papé Alé Niang. Plus récemment, l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo l'a amené à réclamer une enquête rigoureuse et indépendante, comme il l'a confié à Laurent Soustras et à notre collaborateur au Sénégal, Cheikh Si. Regardez. Nous nous rencontrons dans le contexte de l'assassinat il y a quelques semaines du journaliste camerounais Martinez Zogo, directeur de Radio Amplitude à Yaoundé et présentateur de l'émission Embouteillage. Il couvrait des affaires de corruption. Votre analyse sur la disparition de ce journaliste courageux? D'abord, il faut souligner avec énergie que c'est un triste événement. C'est extrêmement triste ce qui est arrivé au journaliste camerounais Martinez Zogo, qui n'a fait que son travail. Et c'est dans le cadre de son travail qu'il a d'abord été enlevé par des personnes inconnues et finalement assassiné avec des sévices corporels et puis de la pire des manières au bout de 5 jours d'enlèvement. C'est une situation extrêmement difficile qui montre aujourd'hui que la sécurité des journalistes d'une manière générale au Cameroun est à rude épreuve, mais au-delà des journalistes qui ont le courage, on peut d'aborder des sujets estampillés sensibles comme les histoires de détournement, les questions de détournement, de gouvernance d'une manière générale. Mais ce qui est assez réconfortant et qu'on voit un peu se dessiner à la suite un peu de cet assassinat, c'est qu'il y a eu quand même au moins une bonne trentaine de personnes actuellement arrêtées dans le cadre un peu de cette enquête ouverte par les autorités camerounaises. Et nous estimons fondamentalement que cette enquête doit être
très impartiale, indépendante, mais doit être également très rigoureuse pour pouvoir arriver un peu à identifier les responsables ou le responsable et afin de le punir et puis de le présenter à la justice. On le voit, la liberté de la presse n'est jamais gagnée partout. Vous semble-t-elle plus particulièrement en danger en Afrique? En Afrique, on peut considérer qu'il y a en fait plusieurs facettes, mais on a remarqué que ici ou là, les tendances sont à contourner un peu, consistent à contourner un peu la dépénalisation en mettant en place de manière parallèle des législations nouvelles liées un peu au numérique, mais qui ont des provisions assez dures pour pouvoir arrêter des journalistes. Maintenant, si on voit un peu en Afrique de l'Est, il y a des problèmes. Par exemple, aujourd'hui, en Éthiopie, avec la guerre du Tigré, la guerre au Tigré, c'était vraiment difficile. Il y a également des questions de loi dans un pays comme l'Ouganda ou le Zimbabwe, où les lois sur les médias se durcissent de plus en plus. Et également, on a le grand Nigeria aussi, qui est carrément un problème. Je pense qu'ils ont pratiquement une moyenne d'une attaque contre un journaliste au moins tous les 3 jours, et ça également c'est extrêmement inquiétant. La pression de la société civile, des syndicats de journalistes, des organisations de défense de la presse comme la vôtre, RSF, peut-elle être efficace? Je pense par exemple au cas du journaliste sénégalais de Dakar Matin, Pape Alé Niang, libéré en janvier dernier. Il faut quand des situations pareilles se produisent, il faut travailler avec une stratégie assez claire, mais en tenant en compte un peu la réalité du pays. Mais pour le cas du journaliste sénégalais Pape Alé Niang, la difficulté majeure, c'était le fait que on avait senti en tant qu'organisation ONG de défense de la liberté de la presse que les autorités sénégalaises étaient très fermées. On avait l'impression qu'elles avaient déjà un peu dans leur tête un peu une position carrée et qui ne pouvait pas bouger. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'au moins pour le cas du journaliste Pape Alé Niang, on a senti une certaine mobilisation, notamment des associations de la presse au Sénégal. Et généralement également, il est possible un peu d'attaquer directement les États sur le plan légal, parce qu'il y a des arrestations qui sont des arrestations arbitraires, qui sont légalement prouvées et juridiquement même documenté que ça tombe dans le registre des arrestations arbitraires, auquel cas, si c'est des États fermés, il faut les attaquer au niveau des institutions, soit régionales ou internationales, et continuer le plaidoyer jusqu'à obtenir satisfaction. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Le quartier Château-Rouge, la Goutte d'Or, situé à l'est de la butte Montmartre à Paris, est bien connu des Africains. Pendant longtemps, il a été un lieu où régnait l'insalubrité et le trafic de drogue. Mais depuis quelques années, grâce notamment à la politique de rénovation menée par la municipalité du 18e arrondissement de la capitale, il offre un nouveau visage. Pour le plus grand plaisir des habitants du quartier, des créateurs attirés par sa nouvelle énergie et bien sûr des visiteurs. Un reportage de Nicolas Margeran. Dans sa boutique rue des Gardes, Boubacar Sidibé s'affaire pour préparer une robe de soirée sur mesure. Ce couturier ivoirien fait partie de la coopérative Made in Goutte d'Or qui regroupe différents artisans du quartier. Il partage notamment son atelier avec Cheikh Omar et Mathieu Corré. Pour lui, la diversité des créateurs est un véritable atout. Il y a du potentiel ici et vraiment il faut que les gens ils viennent découvrir. Donc nous essayons de montrer une vitrine qui peut aussi effacer tout ce qu'on pense du mal aussi des quartiers. Donc nous voulons vraiment relever les défis. Surtout à Paris, c'est la capitale de la mode. Donc on
nous essayons de ramener notre pierre. Créée en 2011, la coopérative de la Goutte d'Or s'est donnée comme objectif de favoriser le développement économique des artisans et commerçants du quartier. Fadel a commencé à travailler comme tailleur en 2005. Avec Annie, une ancienne commerçante, il se rappelle l'état du quartier à l'époque. C'était une horreur, on ne peut pas dire autre chose. Ouais, c'est vrai. Il y avait un trafic de drogue. D'abord, c'était sale, c'était vieux. Ça, c'était pas le problème. Avec des bâtiments vraiment complètement dégradés. Et puis, dégradés. Trafic de drogue. Oui. Moi, j'ai eu des clientes qui sont arrivées, qui tremblaient, qui étaient complètement traumatisées parce qu'on les avait arraché leur chaîne, on les avait arraché leur téléphone à la main parce qu'ils étaient en train de téléphoner. Ils ont pris des gifles parce que il y avait plein de choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et tout ça, aujourd'hui, c'est disparu. Il y a 1 ou 2 établissements qui sont mal fréquentés, mal tenus. Fadel a été consulté par la mairie pour penser le réaménagement de certaines rues. Moi-même, j'avais demandé des plans à l'époque, parce qu'on m'avait amené des plans pour me dire que voilà la rue Mira. Voilà maintenant la nouvelle configuration qui va exister sur la rue Mira, sur la rue Cavé, sur la rue Afre, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut commencer déjà à changer la configuration de ces vieux immeubles qu'il faut casser et reconstruire. Et ensuite, ce n'est pas juste pour construire, mais c'est avec des nouveaux projets. Faire venir des créateurs, faire de l'expérience, pas seulement des gens qui résident du quartier ou qui travaillent du quartier, mais d'autres compétences pour pouvoir pratiquement les installer dans le quartier. Et ça a été fait et ça a apporté énormément pratiquement de réconfort, non seulement ce que je disais du côté psychologique, surtout, parce que ça a donné plus d'assurance et de sécurité aux habitants et les gens qui travaillent et ceux qui viennent fréquenter le quartier. La rue Mira a changé de réputation avec l'arrivée de boutiques haut de gamme. La marque Peul Vagabond a ainsi habillé 2 fois la star internationale Beyoncé. La ville de Paris a joué un rôle majeur dans la sécurisation du quartier. Outre la lutte contre le trafic de drogue, la municipalité a participé au réaménagement de près de 1600 logements depuis 2014. Si on se replace à la fin des années 90 ou au début des années 2000, on peut y voir que du mieux. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait un danger de sécurité, enfin d'insécurité. Il y avait aussi un danger d'immeubles pourris. Au fond, ce que nous on a fait à la Goutte d'Or, c'est ce qui nous a évité les drames marseillais. Et donc clairement, le bilan il est extrêmement positif. Il y a encore des points très dur, et c'est un pari qui n'est jamais gagné, parce que ce pari de la mixité, du mélange des populations, moi je pense que c'est le sens de ce qu'est notre nation. C'est plus facile, si je puis dire, de gérer d'un côté des ghettos de riches et d'un côté des ghettos de pauvres, que d'essayer de mélanger tout le monde. Nous, ce qu'on veut faire dans les 18e, c'est mélanger tout le monde, et je pense que la Goutte d'Or, on touche à ce qu'est la réalité de la France contemporaine, c'est-à-dire un vrai mélange d'origine sociale, d'origine culturelle, d'origine ethnique aussi pour une part, une vraie envie des habitants de vivre ensemble, et au fond, je pense que c'est très à l'image de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Pour redorer l'image du quartier et favoriser la mixité, la ville a également favorisé le développement d'espaces culturels. Construit à la place d'un terrain vague, le 360 Paris Music Factory est à la fois un lieu de restauration et une salle de concert. À partir du moment où on crée un beau lieu qui n'est pas dédié à une catégorie des habitants, une catégorie de la population, mais ouvert à tout le monde, les gens ils s'approprient. Aujourd'hui, ce carrefour, c'est extrêmement propre en comparaison avec d'autres carrefours dans le quartier. Et même les plantes que vous voyez devant le lieu, j'ai l'impression que les habitants le protègent. J'ai vu quelquefois, quand un passant voit qu'il y a un paquet de cigarettes qui est tombé à côté des plantes, il le prend, il le met dans la poubelle. C'est-à-dire, les gens, ils pensent que c'est un petit peu le lieu de leur quartier, donc il faut le protéger. Le lieu rend fier les habitants du quartier, comme Saïd. Moi, quand j'ai habité ici, ça a été chaud. Voilà, ici c'était vraiment, on appelait le quartier Chicago. Moi je suis parti 4 ans dans le sud, je suis revenu, il y a eu un changement. Les jeunes sont plus posés, on sort moins avec la peur maintenant. Ça fait plaisir que des gens viennent, des touristes viennent voir ce quartier-là. Voilà. Saïd Assadi se réjouit aussi que la culture soit rendue accessible dans les quartiers populaires. Quand vous regardez notre lieu, même tous ces baies vitrées,
qui, dès qu'il fait beau, qui s'ouvrent vers le quartier, ont joué un rôle très important. Et pendant cette histoire de Covid où les gens ne sortaient pas beaucoup de leur quartier, quand ils passaient devant le 360, où ils voyaient que les musiciens qui sont en train de jouer et qu'ils pouvaient rentrer dans le lieu juste pour prendre un verre ou prendre un café et écouter la musique, ça provoquait une sorte vraiment mixité incroyable. Voilà, donc la conclusion, c'est ça, il faut faire des beaux lieux culturels, mais ouverts vers le quartier, parce que souvent on a tendance de construire les lieux culturels, juste il y a une porte, tout est fermé. Évidemment, les gens, quand ils passent, surtout dans les quartiers populaires, ils disent « c'est pas pour moi ». Quel avenir pour le journalisme en Afrique? Des collectifs de journalistes d'investigation aux risques sécuritaires et à la guerre. Sadibou Marang nous livre son analyse dans la deuxième partie de son interview. Écoutons-le. Justement, on a vu émerger des journalistes d'investigation et des centres africains de journalisme d'investigation comme Africa Uncensored au Kenya ou encore le Senozo en Afrique de l'Ouest. Les journalistes africains ont-ils intérêt à se regrouper? Ce qui est intéressant de notre point de vue, et même du point de vue de l'analyse, c'est qu'un peu cette émergence un peu des associations ou bien des groupes de journalistes spécialisés dans l'investigation poussée, ça permet un peu d'avoir souvent de très bons résultats. Ça permet de faire bouger un peu les lignes. Au-delà un peu de l'Afrique anglophone comme Africa Uncensored au Kenya, il y en a également au Ghana, il y a beaucoup de journalistes d'investigation, au Nigeria aussi, on en voit un peu partout, on en voit également en Afrique de l'Ouest qui abrite un peu à Ouagadougou le Senozo. Et c'est aussi, il y a la solidarité d'abord, au-delà du fait qu'il y a la solidarité entre journalistes, mais il y a également le partage de la capitalisation d'expérience et le partage un peu d'informations, la possibilité de travailler en réseau, par exemple. Ils peuvent travailler généralement sur de très gros sujets qui peuvent nécessiter un peu des déplacements dans certains pays. Et finalement, la somme de toutes ces investigations-là donne des résultats extrêmement importants. Et il faut encourager un peu la possibilité qu'ils ont de travailler en réseau, dans un réseau très organisé, avec des moyens, et pour pouvoir révéler des choses cachées, notamment par les gouvernements ou les puissances d'intérêt. Le paysage des médias africains a beaucoup changé ces dernières années, et les journalistes africains aussi. Comment analysez-vous l'évolution ? En fait, du point de vue de l'évolution des médias, je pense qu'il y a c'est une évolution très intéressante. Hein. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a, par exemple, d'un pays à un autre, un peu les journaux qui paraissent tous les jours. Donc, c'est très florissant. Les pays qui jadis n'avaient qu'une seule telle chaîne de télévision, aujourd'hui, ils peuvent en avoir au moins, ils en ont 3 ou 4, c'est important, un peu c'est la diversité. D'autres pays également qui n'exploraient pas un peu le digital, donc ont des sites d'information qui diffusent, en fait, qui projettent une information utile d'intérêt public extrêmement important. Maintenant, la formation, pendant longtemps, notamment en Afrique francophone, il y avait des écoles de journalisme qui étaient, disons, hiérarchiquement attachées aux universités. On a vu aussi qu'il y a eu aussi l'émergence des écoles de journalisme qui appartiennent soit à des groupes privés, et également, on a vu aussi que des écoles de journalisme qui appartiennent soit à des journalistes aussi carrément qui souhaitent investir un peu sur cela avec un curriculum beaucoup plus intéressant. Mais la formation pour nous, elle est importante, elle doit être un peu une formation également continue et être un peu permettre également aux journalistes qui arrivent sur le marché au moins de pouvoir maîtriser les fondamentaux de leur métier. C'est extrêmement important donc de voir aux journalistes qui a la possibilité de faire plusieurs choses à la fois au niveau de toute la chaîne éditoriale. Ça, c'est quand même des acquis qu'il faut préserver.
Un problème clé est la couverture des guerres. On l'a vu en Éthiopie pendant la guerre du Tigré. Il est facile d'imposer un blackout d'informations en s'en prenant aux journalistes. Est-ce un phénomène qui s'accélère? Il y a eu donc cette vague d'arrestations arbitraires, un peu cet étouffement un peu de l'espace civique et un peu cette persécution un peu des journaux indépendants qui voulaient couvrir de manière indépendante un peu sur la guerre. C'est un peu des jeux pour contrôler le narratif, mais on le perçoit aussi dans d'autres contextes. Les médias doivent donner la parole à toutes les parties et de la manière la plus indépendante et la plus honnête possible. Et les conséquences, généralement, sont des conséquences difficiles. C'est soit des arrestations, soit des lynchages sur les réseaux sociaux, mais soit également des stratégies pour contrecarrer un peu le processus d'accréditation des médias internationaux, par exemple, dans une perspective de les étouffer. Donc ça, c'est des questions qui existent un peu dans le contexte africain. Ouais. Finalement, quel journalisme est possible dans des zones où le djihadisme s'étend, avec un risque de prise d'otage, surtout si le journaliste peut être échangé contre une rançon? Oui, on voit par exemple dans certaines situations, que ce soit en Afrique de l'Est, dans des pays comme la Somalie, que ce soit un peu en Afrique de l'Ouest, dans des pays en proie un peu à la violence, un peu comme soit le Mali, le Niger, le Burkina, on voit souvent que les journalistes sont pris entre, disons, le marteau des groupes armés terroristes, les GAT, et l'enclume un peu des forces de défense et de sécurité. C'est des situations difficiles, mais dans ce contexte-là, nous prenons un peu que l'information doit rester plurielle. On a documenté que le cas d'Olivier Dubois, il y a également le cas d'un autre journaliste africain, malien aussi, Moussa Benediko aussi, qui, parce que ils ont, surtout Diko, parce qu'il travaille dans une radio communautaire, il s'est exprimé à la radio et le soir, les gens sont passés un peu le prendre et depuis lors, il est devenu introuvable. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver une interview de Sadibou Marang ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous!